écran? Oui, oui, on voit l'écran, tu peux Oui, commencer. oui, on va. D'accord, ok. Du Oui, coup, on a l'écran. ok, merci. Donc, on attaque avec le module 9 qui consistera à l'administration des options de calcul passe. Donc, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on verra un peu dans ce module? On verra en fait comment solliciter Azure à mettre en place un environnement pour nos applications, pour notre déploiement, sans qu'on ne touche réellement à l'infrastructure. Tout se fera par, par des instructions, par code, pour demander à Azure de mettre en place l'infrastructure sous-jacente à notre déploiement. Donc, on verra les moyens utilisés, comment il faut faire, quel type d'applications sont déployées sur Azure, euh, les, les nouveaux outils de style DevOps pour les déploiements. Donc, on verra comment configurer les plans App Service. Donc, un App Service, c'est une fonctionnalité, sinon c'est une plateforme même une plateforme PaaS qui est gérée par Azure, qui va offrir des fonctionnalités pour le déploiement de notre infrastructure. Donc, dans un app service, bon, un app service s'exécute, puisque c'est la plateforme, elle va s'exécuter dans un plan app service. L'app service, c'est la plateforme qui va permettre de gérer tous ces genres de déploiement sans, sans tenir compte de l'infrastructure, sans que nous-mêmes on installe les serveurs et autres. On va se concentrer juste sur la définition de l'architecture qu'on veut, mais pas code. Maintenant, l'exécution de l'action de création se fait dans un plan app service. Donc, c'est le plan app service qui est chargé de mettre en place toutes les ressources nécessaires pour l'exécution de nos applications. Donc, généralement, ce sont des applications robustes, des applications web, des applications mobiles, des back-ends d'applications, que ce soit web, mobile, euh, voilà, des plateformes robustes. Donc, dans la définition de ce plan de service, vous aurez à choisir le système d'exploitation, la région, le nombre d'instances des machines virtuelles, donc sur le nombre d'instances de machines virtuelles sur lesquelles l'application fonctionnera. Donc, ça pourra définir également la mise à l'échelle que vous voulez. Donc, ce sera certainement vertical, vu qu'on parle du nombre d'instances, pardon. Horizontal, pardon, vu qu'on parle du nombre d'instances. On vous demandera aussi de choisir le niveau tarifaire. Donc, le niveau tarifaire, c'est ce qu'on voit maintenant, parce que c'est très important. C'est le niveau tarifaire qui va déterminer toute la suite. Donc, si vous choisissez le bon niveau tarifaire en fonction de ce que vous voulez faire et de la charge de votre travail, de la charge de travail, vous pourrez faire un bon déploiement, un bon dimensionnement de votre infrastructure sous-jacente. Vu que vous ne gérez plus les déploiements réels des serveurs, donc il faudra choisir le bon plan de service avant même de déployer quoi que ce soit via code. Du coup, on a différents plans tarifaires au niveau de l'app service. On a le gratuit, donc qui vous donne droit à publier 10 applications web ou mobile ou des API, un espace dit de 1 giga, supporte pas la mise à l'échelle automatique ni de déploiement slot ou un placement de déploiement. Euh, voilà, il n'a pas d'instance maximale. Donc ça, c'est généralement aussi pour une exploration de la solution
Vous pouvez aussi utiliser pour des tests puisque c'est pratiquement pareil que le partager, qui est, qui est utilisé généralement pour les devs et tests, sauf que là-bas, on peut mettre jusqu'à 100 applications ou API. Donc, on a le plan de base qui est aussi utilisé généralement pour les tests et le développement. Donc, vous pouvez déployer un nombre d'applications illimité. Vous avez 10 gigas d'espace, euh, jusqu'à 3 instances maximales. Donc, vous pouvez créer jusqu'à 3 instances maximales pour les applications. Donc, pareil, euh, bon, malheureusement, il prend pas la mise à l'échelle automatique. Sinon, vous aurez pu faire une mise à l'échelle jusqu'à 3 instances. Après, on a le standard. Donc, pour les charges de travail de production, généralement, pour les applications qui demandent, bon, un trafic assez moyen. Espace 10 de 50 gigas, il prend en charge la mise à l'échelle automatique. 50 emplacements de déploiement et jusqu'à 10 instances maximales. Les emplacements de déploiement, c'est la possibilité de faire collaborer, sinon de travailler simultanément sur le développement d'une même application et sur le même code par des développeurs. Donc, c'est comme si c'était des clones d'applications qui étaient effectués pour une équipe ouais, de développeurs, mais avec maximum 5 emplacements de déploiement. Et le support est effectué uniquement à partir du standard, de l'app service standard. Le reste, c'est général, c'est pour les tests. Voilà, c'est pour des tests, c'est pour le développement. Si vous pouvez pas utiliser ça pour être en production. Pas être en production avec ça, vous n'aurez pas de support de Microsoft Azure. Donc après, on a le premium. Donc, 250 gigas, il prend en charge à la mise à l'échelle. On a un nombre d'emplacements et de déploiements qui est de 20. Il va jusqu'à 30 instances maximales. Et on a l'isolé pour les autres performances et sécurité d'isolation complète. Bon, ça, c'est pour des besoins très spécifiques. Dans ce cas, vous demandez à un accès totalement isolé de toutes les autres ressources ou de tous les autres déploiements dans Azure. Voilà. Donc, il sera beaucoup plus cher. Vous avez jusqu'à 1 Tera de disque dur. Il prend en charge la mise à l'échelle automatique, 20 emplacements de déploiement et jusqu'à 100 instances au maximum. Il y a la possibilité de configurer directement la mise à l'échelle au niveau de l'App Service Plan. Comme je vous l'ai dit, App Service Plan va se concentrer sur, bon, enfin, lorsque vous choisissez le plan, il va se concentrer maintenant sur la mise en production des ressources qui vont soutenir votre application. Donc, pour pouvoir donner aussi les mêmes fonctionnalités qu'un déploiement que vous-même vous feriez et pour rendre hautement disponibles les services et les applications que porteront les serveurs qui seront dans ce tab service plan, il a la possibilité de configurer la mise à l'échelle. Donc, que ce soit la mise à l'échelle euh, horizontale pour le nombre d'instances. Donc, c'est ce qui est supporté au niveau de l'App Service Phone. Donc, si une application tourne sur une VM qu'on observe qu'une seule instance ne suffit pas, il ne suffit pas juste, bon, on n'arrive pas à traiter les requêtes ou fournir le service. Vous pouvez configurer le scale-up pour accroître les instances de VM. Donc, vous avez jusqu'à la limite d'instances que vous avez en fonction de votre plan app service.
Donc, si vous avez jusqu'à 20, vous pourrez faire un maximum de 20. Donc, vous avez votre limite euh, liée au plan que vous avez choisi. Donc, il y a la possibilité aussi de réduire le nombre d'instances en fonction de la charge de travail que vous avez, que vous aurez configuré, donc les métriques, ou même en fonction du calendrier. Voilà. Donc, tout simplement, lorsque l'application ou les serveurs ont suivi une montée des charges et que vous avez configuré automatiquement la mise à l'échelle, et en fonction des conditions que vous avez mis, donc ces conditions seront respectées, soit d'accroître d'une instance ou de deux instances, sinon de réduire d'une instance ou de deux instances en fonction aussi de la durée ou du temps. Donc, ici, voilà, c'est ce que je disais. Donc, vous pouvez faire la mise à l'échelle en fonction du calendrier de manière automatique. Vous pouvez définir, bon, il est important aussi de bien définir le fuseau horaire parce que un mauvais fuseau horaire ne fera pas l'action que vous voulez au moment voulu. Vous choisissez la date de début, l'heure de début, la date de fin, l'heure de fin. Voilà. Donc, Gilo, c'est un peu ce que ça répond maintenant aussi à ta question que tu avais posée au cours du module précédent. Donc, si vous voulez effectuer, je reviens un peu sur ça encore, si vous voulez effectuer la mise à l'échelle en fonction du calendrier, des jours où vous observez un fort trafic sur votre application, vous pouvez le faire en choisissant exactement la date, le, le début et de fin. Si vous voulez, vous pouvez le faire en fonction aussi des métriques. Donc le fait que ça soit d'un app service ne change rien à la configuration comme quand vous-même vous déployez vos serveurs, vous configurez cela. Et ici, tout est géré dans l'app service en fonction de votre plan que vous avez choisi dans l'app service. Donc, on verra comment créer, ah, voilà, comment implémenter Azure App Service. Donc, pour créer une application sur Azure, bon, déjà, il faut savoir que c'est vraiment simple. Euh, c'est, c'est comme si vous créez juste un site web, on va dire vide, ouais. Pareil comme quand on le faisait sur Apache, pour ceux qui ont fait un peu de développement. Pareil aussi sur IIS. Donc, le site web ou l'application web va supporter différents langages. Donc, à ce niveau, sur Azure, vu qu'il s'agit du web, vu qu'il s'agit du web, vous pouvez développer vos applications, sinon le code de l'application en différents langages. Donc, ça peut être du Java, ça peut être du PHP, WordPress, Python, SP.NET, Node.js, vu que il prend en charge les applications web et les applications mobiles, les API également. Donc, ce sont ces langages qui sont supportés sur la plateforme pour pouvoir concevoir des applications euh, web ou mobiles ou des API pour interroger d'autres applications ou d'autres services au niveau d'Azure. L'app Service Plan également, bien l'app Service peut être incorporé avec des fonctions Azure avec- qui sont totalement gérées par Azure, non, Function App.
ou Azure App Function qui vont permettre de créer des codes qui seront utilisés euh, régulièrement, sinon occasionnellement en fonction du besoin. Donc, par exemple, si vous voulez automatiser une tâche spécifique, vous pouvez utiliser Azure Function ou bien Function App dans Azure App Service. Donc, c'est pas uniquement pour concevoir des applications, c'est pas uniquement pour concevoir des sites web et autres. Vous pouvez créer des fonctions pour interagir avec d'autres applications ou d'autres ressources. Vous pouvez aussi créer des API également pour interagir avec d'autres solutions ou d'autres applications qui seront déclenchées aussi à des moments précis, sinon appelées dans l'application à des moments précis. Donc, vous créez, vous créez une instance app service. Donc, simple, on se rend dans le portail Azure, dans le portail Azure, euh, on recherche, bon, il y a on recherche app service, puis on sélectionne le plan app service. Euh, on rentre, on renseigne, bon, ici, c'est vrai, la capture ne montre pas les détails, se concentre plus sur la configuration de l'instance. Mais en fait, on choisit les détails du projet, on choisit le système qui sera utilisé, on définit la région, on choisit le niveau tarifaire et maintenant on configure les instances. Donc, on va mettre le nom de l'instance. L'instance qui sera déployée aura pour nom le nom que vous aurez défini, point azurewebsite.net. Donc, si c'est même un site web, vous aurez, je sais pas, dominique.azurewebsite.net après que vous pourrez personnaliser. Donc, il y a la possibilité d'après de mapper sur votre domaine personnalisé que vous aurez déjà configuré dans Azure. Et de base, il vient avec ce nom. Tout, puisqu'il s'agit du web, j'avais dit que la création euh, des applications sur Azure, c'est pareil que les applications web. C'est pareil comme un site web, pardon. Donc, Azure considère tout ce que vous créez comme du web, comme des applications web, des solutions web. Voilà pourquoi l'extension vient en Azure Websites.net par défaut. Donc, j'avais dit aussi que le déploiement, vous ne vous intéressez pas à l'infrastructure qui va soutenir le déploiement de votre application. Et le déploiement se fait par code. Concentrez que sur le code de déploiement de votre application. On verra après quels sont les moyens qui seront utilisés. Donc, vous sélectionnez le code. Si vous avez un code tiré des déploiements, vous pouvez utiliser un conteneur Docker si vous avez configuré euh, le- déjà le code de l'application et puis un Dockerfile qui va servir d'instruction pour le déploiement. Si ça est une application web statique, là, il n'y a pas grand-chose à inscrire vu que la plateforme supporte déjà le HTML. Après, vous définissez pardon, la pile d'exécution, le système d'exploitation, Linux ou Windows, la région, le plan Linux. Donc, c'est pour la tarification, le plan tarifaire, vu que vous avez sélectionné le système d'exploitation Linux. Ah, Vous allez choisir aussi, vous allez choisir aussi le plan de tarification. Donc, le plan de tarification ici, c'est les caractéristiques du serveur ou de l'infrastructure qui va soutenir le déploiement de votre application. Donc là, vous voyez qu'on a le processeur, donc il y a la RAM, le type de disque dur, le type de processeur, tout ça.
Donc, vous pouvez même choisir ce que vous voulez en fonction du plan qui avait été défini. Vous pouvez activer la redondance des zones ou bien la désactiver. Donc, pour dire que ici, le plus important pour pouvoir faire le déploiement, c'est votre code, le code de l'application. Donc, avec quoi vous allez le faire, comment vous allez le faire, quel langage vous avez utilisé. Le reste, vous ne vous souciez pas même du type de serveur et tout ça. Comment même le déployer. Azure va le déployer en fonction de ce que vous aurez choisi. J'ai une question, Oui. s'il te plaît. Du coup, dans un cas d'une application avec plusieurs microservices et on souhaite la déployer avec App Services, et du coup, dans ce cas, il faut qu'on crée plusieurs instances qu'on doit connecter entre elles après, c'est ça? Est-ce que les applications fonctionneront ensemble? Sinon, tu peux Ouais, c'est choisir la un même. app. Ouais, c'est la même. Ah, C'est réellement c'est la même application avec l'architecture microservice. c'est la même application. OK, Oui. l'application de base, elle est déployée sur combien de serveurs? Mais, ben justement, en fait, c'est là que je fais pas la différence entre ce qu'on doit choisir l'héberger dans une VM, dans un vrai serveur ou bien dans un App Services. Bon, si l'application est déployée sur un serveur et que et que tu le mets dans un app service plan, on va te demander de définir les détails de l'instance que tu veux déployer, hein, D'accord. sans oublier que ton plan app service va définir le nombre d'instances maximales que tu peux avoir pour cette application. Du coup, si tu estimes que une seule instance ne suffit pas, tu pourras déployer plusieurs instances ou bien dupliquer la même instance. Ou bien directement configurer la mise à l'échelle pour que, en cas de besoin, elle se mette à l'échelle directement en fonction du nombre d'instances maximales que tu auras défini dans ton plan que tu auras choisi. Ok. Merci. Il y a une chose aussi au niveau de la mise à l'échelle, peut-être qui n'est pas visible, c'est que quand vous définissez le scaling, au fur et à mesure que le scaling va s'opérer, c'est un peu comme euh, Azure va mettre en place automatiquement, hein, sans vous. Et là, ça ne dépendra pas de vous. Ça fait partie des services du scaling que vous payez. Azure va déployer automatiquement un load balancer pour gérer toute la ferme d'instances qui vont être, si vous voulez, créées dans le cadre du scaling. Et lorsque vous revenez à l'instance initiale et les instances du scaling et le load balancer vont être retirés par Azure. Ça, c'est aussi une autre chose que vous devez savoir. Donc, si vous avez actuellement la même application, mais on-prem, vous la gérez sur plusieurs VM, mais que vous voulez migrer dans Azure, comme Dominique l'a dit, ça ne sert à rien d'aller avoir encore plusieurs VM là-bas. Voilà. Soit vous avez une seule VM, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle euh, merde, il y a le mot qui m'échappe. En fait, c'est comme si vous synthétisez, vous économisez. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 4 5 VM pour la même application, pour accroître, par exemple, l'accès, vous pouvez utiliser une seule VM. Et puis, au fur et à mesure que les demandes vont augmenter, le scaling va faire le reste. Ça aussi, c'est une possibilité. Maintenant, si c'est une application, mais qui va tourner avec d'autres applications, mais pas de même type. Je donne un exemple. Vous avez une application web qui, dans le fonctionnement, aura besoin d'une base de données SQL. Ouais, un peu. Et puis, à côté, aura besoin, par exemple, d'un autre serveur qui va servir d'interface, ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'avoir une instance pour chacun, hein, des serveurs que je viens de citer, mais vous pouvez les faire tourner dans le même app service plan. Voilà. Si
toutes ces applications peuvent respecter ou bien peuvent fonctionner avec les mêmes conditions. Donc, par exemple, dans le App Service Plan, comme Dominique l'a dit, et, par exemple, on veut telle capacité de RAM, telle capacité de processeur, et puis telle capacité d'espace 10. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout dépend. Et puis, il y a plusieurs solutions. Je connais des entreprises qui avaient 1000 serveurs on-prem, qui ont fait du lift and shift ou bien du cut-over, c'est-à-dire qu'ils ont soulevé les 1000 VM, arrivé sur Azure, ils en ont créé encore 1000 VM. Bon, ça n'a rien changé. Voilà. Or, l'objectif de l'IT, c'est de simplifier aussi, au fil des technologies, de simplifier les fonctionnements. Donc, si tu as 1000 VM on-prem et que arrivé sur Azure, tu as encore 1000 VM, en général, même ce sont les mêmes applications, c'est que tu n'as rien fait en fait. Bon, à bien on dit tu n'as rien créé. Donc, il faut trouver les astuces pour réduire au maximum le nombre de VM si tu veux continuer à fonctionner sur les VM, ou bien réduire le nombre d'instances si tu veux passer par les App Service Plan. Merci. Merci. Ok. Donc, les emplacements de déploiement ou deployment slots. Donc, euh, les emplacements de déploiement vont permettre aux développeurs de travailler simultanément sur une même application. En fait, c'est comme si chacun aura un clone de la même application. Voilà. Donc, plusieurs développeurs bon, pourront se connecter simultanément et travailler sur la même application, sur le même code, sans que le développement d'un empêche le développement d'un autre ou modifie euh, les, les modifications d'un autre. Non, ils pourront tous travailler en même temps. Puis, GitHub va se charger de, de faire la combinaison de tous ces développements en un seul. Donc, ils vont assurer la versionning du code qui a été généré. Parce que c'est sûr que peut-être qu'il y a une application qui est déjà en production. Donc, il doit faire des mises à jour, par exemple, à chaud. Du coup, en créant des emplacements de déploiement en fonction du nombre lié au plan que vous aurez choisi. Par exemple, si vous êtes dans le standard, vous avez jusqu'à 5, vous pouvez créer jusqu'à 5 emplacements de développement. 5 développeurs vont se connecter, travailler, auront un clone de l'application. Puis Jitter va se charger de faire la mise comme un packaging et donner et assurer aussi le versionning de chaque code. Puis Jitter maintenant en plus du versionning qui gère, bon, c'est une plateforme que Microsoft a rachetée qui gère le versionning, mais aussi les déploiements. Donc, tout ce qui est, euh, ouais, pour les déploiements, pour tout ce qui est DevOps, que ça soit aussi au niveau Linux. Donc, il y a la possibilité d'utiliser Et pourquoi on GitHub. utilise GitHub justement à cause, enfin, pourquoi on utilise GitHub mais pas Azure DevOps à la place de GitHub, comme on est sur Azure? En fait, donc, ça, c'est une solution Azure aussi, hein. Ça, c'est une solution Azure, mais Azure DevOps, c'est vraiment, bon, on peut l'utiliser, mais c'est vraiment pour le déploiement, en fait. C'est il n'assure pas tellement le versionning Ah, par ok, il gère rapport pas le à GitHub. versioning. Non, il n'assure pas tellement en fait. C'est Ok, ouais, ok, vraiment le versionning, c'est plus assuré par GitHub. Mais d'accord. mais maintenant, il sait aussi de pour le déploiement. Donc pour faire des pulls, des push. Parce que Azure DevOps, maintenant, c'est vraiment une grosse plateforme. On peut gérer les Ouais, projets. Voilà, c'est plus pour c'est ça. voilà, c'est vraiment plus C'est pour ça.
Après, j'ai appris une chose à GitHub, je savais pas que c'était Microsoft. Ah oui, c'est Microsoft, Ouais, ils ont racheté merci. ça. C'était une plateforme communautaire au départ et puis ils ont racheté. Donc souvent, d'autres abrègent JIT. Et voilà. Ok, merci. Et donc JIT va gérer le versionning puis la mise en production. Donc le staging, c'est, bon, on va dire la mise en scène jusqu'à la mise en production. Donc la mise en production va, va permettre de remplacer à chaud, donc automatiquement, euh, le code précédent de l'application. Et ça, c'est sans interruption de votre travail. Donc vous pouvez être peut-être sur un site web. Bon, avant, déjà, pour faire une maintenance sur un site web ou bien pour faire un changement, on met le site en maintenance 1, 2 jours ou bien tard la nuit jusqu'au matin et après on fait le déploiement. C'était généralement comme ça. Mais avec les déploiements slot ou remplacement des déploiements et la stack DevOps, il y a la possibilité de le faire à chaud. Donc le changement s'est fait en des millisecondes. Donc c'est vraiment transparent pour les utilisateurs. Voilà. Donc quand le développement, j'ai revu encore une fois, quand le développement est terminé, GitHub va vérifier tout ce qui a été fait, assurer le versionning, valider, puis euh, l'envoyer maintenant en production. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez à tout moment revenir à la version précédente. À tout moment. Et ça encore de manière transparente pour les utilisateurs. Donc, vous pouvez en ajouter plus en fonction du plan que vous aurez choisi. Donc, standard, c'est 5. Je crois premium, c'est 20. Isolé, c'est 20. Donc, ce qui est important, c'est de vérifier le nombre. Bon, enfin, c'est de s'assurer que on est bon, des restrictions de notre plan app service. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez en créer plusieurs. Euh, voilà, pour assurer le développement continu de votre application. Vous pouvez également sécuriser vos applications web lors de la création même des applications afin qu'elles puissent être accessibles par un type de connexion défini. Donc, vous pouvez demander que l'authentification se fasse, bon, soit de manière anonyme, par défaut, ou à partir d'un autre fournisseur d'identité. Donc, ça peut être Microsoft, Facebook, Google, Twitter. Donc, c'est ce que généralement on appelle les collaborations B2B. Il y a des collaborations sur B2C en fonction du client, en fonction du type d'application et puis de vers qui l'application est orientée. Voilà. Vous pouvez assurer aussi la sécurité, donc forcer l'ajout, bon, pardon, l'intégration de certificats de sécurité, donc HTTPS, SSL. Vous pouvez directement dans l'app service stocker tous les mots de passe dans ce qu'on appelle un Key Vault, avec Key Vault. Il permet, voilà, c'est la solution sécurisée pour la gestion des clés, des secrets, des mots de passe, des codes, des mots secrets et tout ça. Vous pouvez définir une liste d'autorisation, de refus, contrôler l'accès à votre application. Vous pouvez assurer aussi la journalisation euh, des données qui seront liées à l'application. Vous pouvez effectuer des diagnostics via ces journaux. Donc, tout ça dans l'app service pour dire que c'est une plateforme intégrée, hautement managée qui vous permet de suivre toute votre infrastructure de manière beaucoup plus simple.
Donc, vous avez la possibilité aussi de personnaliser vos domaines. Donc, comme on a dit, lorsqu'on crée une application web, il prend le nom de domaine .azure-website.net. Donc, par exemple, mon application s'appelle, euh, je sais pas Dominique, ça sera dominique.azure-website.net. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser ces noms de domaine directement dans votre App Service Plan. Voilà. Si vous ne l'avez pas déjà fait même dans Azure, vous pouvez l'ajouter maintenant dans votre App Service Plan afin que l'URL par défaut soit rédigé directement vers votre nom de domaine personnalisé. Donc, pour ce faire, Azure va vous demander de faire des inscriptions particulières dans votre, chez votre registraire, pardon, donc chez votre hébergeur. Donc, ça sera généralement des enregistrements de type CNAME, de type A. Ce type d'enregistrement est possible uniquement pour les administrateurs ou les propriétaires du domaine. Donc, le fait de pouvoir faire ce type d'enregistrement afin que ça puisse pointer sur les serveurs DNS de Google et demander maintenant euh, la, ce qu'on a, on avait vu ça les semaines précédentes, la délégation des domaines, pour que maintenant les domaines, la résolution des noms se passe directement au niveau d'Azure via ce nom de domaine personnalisé. Donc, ce type d'enregistrement est fait uniquement par les propriétaires ou des administrateurs de, de l'hébergeur de ce nom de domaine. Donc, ce qui va confirmer que vous êtes vraiment le propriétaire aussi de ce nom de domaine. Alors, donc, il est important aussi de vérifier que votre plan App Service prend en charge des domaines personnalisés. Parce que c'est sûr que dans les environnements de tests gratuits, euh, c'est pas évident. Non, pardon, tests partagés, voilà. Donc, gratuit, partagé, c'est sûr qu'ils ne prennent pas. En test, ouais, possible qu'ils prennent en charge. Mais ce qui est sûr, en production, tout ce qui est à partir des standards premium isolés prend en charge directement euh, les domaines personnalisés. Vous avez la possibilité et aussi de sauvegarder directement, bon, sinon d'effectuer des sauvegardes directement à partir de votre plan App Service. Donc, vous voyez à quel point cette solution est totalement complète. Voilà pourquoi elle est en mode pass. Donc, totalement, hautement managé, scalable. Vous pouvez configurer votre sauvegarde directement à ce niveau sans avoir à effectuer le paramétrage au niveau du centre de sauvegarde Azure. Là, vous n'aurez pas besoin de retourner à ce niveau-là. Directement dans le plan de service, vous pouvez pour faire des programmations de sauvegarde. Par contre, la seule condition, c'est qu'il faut être dans, dans le plan standard ou premium. Voilà. Donc, vos Excuse-moi. sauvegardes, oui. Oui, pardon. Et du coup, par la sauvegarde, c'est juste en cas de crash ou c'est ça à quoi exactement? Ah, mais la sauvegarde, c'est la sauvegarde de votre application. C'est pas seulement en cas de crash, mais en cas d'intempérie, pardon. Et par exemple, si vous voulez faire un autre redéploiement, euh, bon, un autre redéploiement, peut-être même Ok. ailleurs, pas forcément dans ce app service, vous pouvez utiliser cette sauvegarde-là. Ouais, j'étais en comme c'est du App Service et c'est hébergé directement chez Microsoft. Je me suis dit peut-être on n'aura pas besoin de la sauvegarde, c'est tout. Ok. Ah, Alors, non, non, pour non. votre information, pardon Dominique, que ce soit dans les trois niveaux que Azure nous offre, sinon que Microsoft nous donne, dans l'IaaS, le PaaS ou bien le SaaS, Microsoft ne garantit, enfin,
la responsabilité de vos données vous incombe. Microsoft Ouais, s'occupe seulement de vous offrir une La dispo. infrastructure que vous allez utiliser. Si vous vous rappelez, Ok. hein, je pense que dans le module passé, il y a eu un tableau de responsabilité entre nous et Microsoft. Et je vous conseille de revoir ce tableau-là. C'est très Ouais, ok. important. Merci. Microsoft ne s'occupe pas de vos données. Même dans Microsoft 365, Microsoft vous met à disposition un service, une infrastructure, tout ce dont vous avez besoin, mais vos données, ou bien ce que vous allez en faire, ce sur quoi vous les utilisez, ceux avec qui vous les échangez, Microsoft ne vous garantit rien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a de multiples solutions qui nous proposent de sauvegarder notre environnement Azure, notre environnement Microsoft. Ne pas faire de publicité. Vim, par exemple, a une solution qui sauvegarde Microsoft 365. Il y en a pour Veritas. Voilà, donc vos données, c'est vous qui en êtes le responsable. Donc, Ok. si vous ne sauvegardez pas, si un matin, Azure vous dit, bon, écoutez, on a eu un problème, par exemple, dans la région de Marseille, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être il y a eu un gang qui a coupé un câble là-bas, on ne sait jamais. Bon, si pendant ce temps, tu es en train de transférer des données très sensibles, qu'est-ce qui va se passer? Malgré toute la sécurité qu'on vous a définie depuis le début ici, ça c'est dans la partie infra. Mais vos données là, si vous ne les sauvegardez pas et qu'il y a un incident et que les données disparaissent, que les données sont corrompues, Vous êtes que responsable. voilà. Je Ok. voudrais seulement Merci. vous rappeler ça. Ouais, Merci. merci. ok. Donc là, on va voir comment configurer les applications Azure avec conteneur instance. On verra la différence voilà, entre les conteneurs et les machines virtuelles. Euh, bon, la containerisation et la virtualisation sont deux types, pour moi, de deux types de virtualisation, mais avec des solutions différentes. Et les conteneurs vont aborder la virtualisation un peu plus différemment que les machines virtuelles, sinon la virtualisation, parce que eux, la containerisation, veut dire la containerisation est beaucoup plus proche du système que de l'infrastructure même, bien des composants du serveur. Par contre, la virtualisation, elle va émuler en fait les capacités de, du hôte, donc du serveur hôte, que ce soit le processeur, la RAM, euh, le disque dur, l'émulé, et en fonction, dimensionner les différentes machines virtuelles. Au niveau de la containerisation, c'est un peu plus différent. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il faut forcément un node physique. Si cet node sera installé un système d'exploitation. Si ce système d'exploitation sera installé l'hyperviseur et au niveau de la containerisation, on mettra un moteur de containerisation. Généralement Docker. Ici, Docker est utilisé parce que c'est 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 la source même de la containerisation. Même si on parle beaucoup plus de Kubernetes, mais tout part de Docker. Maintenant, sur les hyperviseurs seront installés des seront créées des machines virtuelles qui fonctionneront sur eux-mêmes leurs propres systèmes d'exploitation. On sait que le système d'exploitation va émuler les composants physiques de l'hôte. Et après, bon, il y a les fichiers,
binaire, puis de librairie. Ensuite, l'application. Par contre, au niveau du moteur Docker, lui, il n'a plus besoin de système. Il est beaucoup plus souple parce que à ce niveau-là, on peut créer assez de conteneurs logiques qui sont indépendants des autres et indépendants au niveau système. Et dans un conteneur, on pourra déployer plusieurs applications, donc plusieurs instances d'une même application. Et bon, pour l'option Beans, Lib, ce sont les binaires de la librairie. En fait, c'est ce qui va permettre d'exécuter l'application et de déployer. Donc, en termes d'isolation, la machine virtuelle est fortement isolée parce que euh, même si, même si une machine virtuelle a un souci au niveau de son système, elle ne touchera pas l'autre machine virtuelle. Mais au niveau des conteneurs, vu qu'il n'y a pas de système d'exploitation, donc si le système d'exploitation de l'hôte est touché, il y a des risques qui puissent impacter les conteneurs. Mais vu que les conteneurs aussi sont beaucoup plus simples, beaucoup plus légers, beaucoup plus souples, déplaçables, remodulables, configurables, il y a la possibilité de les récupérer plus facilement. Et ils sont beaucoup plus légers, ils sont faciles à démarrer, ils mettent beaucoup moins de temps à démarrer. On peut faire manuellement du scaling plus facilement, donc en dupliquant facilement les instances dans le même conteneur ou dupliquer les conteneurs, et ça en quelques minutes. Donc, voici un peu une petite comparaison de la containerisation et puis de la virtualisation, donc conteneur machine virtuelle. Et pour comprendre comment se fait le déploiement. Les déploiements au niveau de la stack DevOps se fait par étapes. Donc, on va rester toujours avec Docker. Ce qui veut dire que un développeur peut avoir sur un serveur un moteur Docker, sinon Docker déjà installé. Donc, pour pouvoir effectuer ces déploiements, il peut lui-même concevoir un code, donc l'image de son application, ou utiliser des images qui existent. Donc, l'image, euh, bon, c'est juste un conteneur avec un package exécutable, léger et autonome de logiciels. Donc, il va encapsuler tout ce qu'il faut pour exécuter une application. Donc, il y a une plateforme, par exemple, où on peut avoir, c'est une plateforme publique, où on peut avoir tout, un grand nombre d'images. Bon, je pense que en 2025, ça commençait à être payant. Ça commençait à être payant. Il s'agit de Docker Hub. Donc, au niveau de Docker Hub, par exemple, vous pouvez avoir l'image de, de l'application de Netscaler. Par exemple, vous voulez déployer un Netscaler, vous pouvez aller sur Docker Hub, vous allez voir l'image de Netscaler. Et puis, vous l'utilisez, vous pouvez le télécharger. L'utilisez maintenant dans votre code, c'est-à-dire en le transmettant à ACR, donc Azure Container Registry. Azure Container Registry, c'est juste comme une bibliothèque qui va se charger, bien un registre qui va se charger bon, il est privé déjà, donc de lister ou bien de garder toutes les images que vous allez concevoir. Et c'est lui maintenant qui va, grâce à ses fonctionnalités ou aux euh, différents orchestrateurs qui pourront se greffer à ce registre, de faire des déploiements. C'est tout. L'image, c'est juste un conteneur dans lequel est embarquée une application.
avec tout ce qui permet à l'application de s'exécuter dans un environnement précis. C'est tout simplement. Donc, vous-même, vous avez la possibilité aussi de concevoir vos propres images. Par exemple, si c'est une application custom, donc personnalisée, que vous venez de développer, l'application n'existe nulle part ailleurs. Voilà, l'image n'existe pas. Donc, c'est vous-même qui devez créer cette image et puis donner maintenant les instructions à Docker pour effectuer le déploiement de cette image grâce à un conteneur. Donc, les conteneurs font partie euh, de la partie passe au niveau d'Azure. Donc, ce n'est plus nous qui allons créer les autres, ou bien, non, pardon, les VM, non. Donc, la création et la mise à disposition des VM, réseau, conteneurs, se fait de manière rapide, sans, sans avoir à se soucier vraiment de l'infrastructure. Donc, vous pouvez avoir accès aux différents déploiements que vous aurez fait dans les conteneurs via web, parce qu'aussi, il faut reconnaître que Docker est orienté web. Donc, vous pourrez avoir accès via web, via le port 80, possibilité de le sécuriser en le mettant en HTTPS. Il est orienté connexion publique. Donc, vous pourrez rajouter aussi un DNS, donc une IP publique, un DNS aussi qui pourra assurer la connectivité au niveau de l'extérieur. Il assure les fonctionnalités d'isolation. Donc, comme je le disais, il est beaucoup souple, léger, possibilité de le redimensionner, d'ajouter plusieurs instances dans le même conteneur ou de créer plusieurs instances du même conteneur. Donc, les tailles sont personnalisables, le stockage, les persistances, ce qui veut dire que euh, les données ne sont pas perdues après le redémarrage. Vous pouvez créer des conteneurs Windows comme Linux. Il faut savoir aussi que Docker existe aussi bien sur Linux que sur Windows. Donc, vous-même, sur votre propre machine, bon, pour ceux qui s'intéressent un peu à la containerisation, vous pouvez installer Docker Apps sur votre machine et puis essayer de vous exercer. Voilà, sinon, vous pouvez déployer directement dans un environnement Linux, un serveur, ou bien si même vous avez un OS Linux desktop, vous pouvez faire. Voilà. Donc, on a aussi le fonctionnement des conteneurs en groupe de conteneurs. Donc, pour assurer un accès authentifié au niveau bon, de cette image-là, on a deux types de connexions. On a déjà, on a aussi deux groupes de conteneurs. On a conteneur web qui est relié à un stockage Azure File euh, qui est accessible à distance via le port 80. Et il y en a un autre conteneur dédié et est connecté à Azure File et qui est accessible uniquement au port 1433. Donc, ce type d'architecture peut arriver lorsque vous avez une application qui est grand public et puis une application qui, qui est totalement réservée, euh, on va dire, pour les administrateurs ou pour un service précis. Donc, vous pouvez créer des groupes de conteneurs et puis les isoler de cette manière. Donc, en fonction
du type de connexion qui viendra, il sera directement dirigé vers le bon conteneur. Donc, pour les connexions publiques, ça sera, dans le cas précis, ça sera le port 80. Si vous voulez connecter directement maintenant au back-end, par exemple, euh, vous vous connectez sur le port 1433. Donc, vous pouvez gérer, euh, enfin, avec, isoler euh, les aspects d'une application de cette manière avec différents conteneurs. Donc, un qui est grand public, un autre qui est totalement privé. OK. Donc, comment gérer les conteneurs avec Azure Container Apps? Donc, Azure Container Apps va permettre d'exécuter tout ce qui est microservices et puis aussi des applications containerisées. Donc, c'est une plateforme qui, avant, s'exécutait sur Azure Kubernetes Service. Avant. Maintenant, elle remplace même Azure Kubernetes Service. Donc, elle, son rôle, c'est plus de l'orchestration. Elle va effectuer l'orchestration. Donc, on parle d'orchestration lorsqu'on a plusieurs conteneurs, plusieurs machines virtuelles, plusieurs conteneurs, plusieurs instances. Voilà. Du Dans coup, ce cas, oui. excuse-moi. Du coup, Azure Container App, c'est quoi? C'est l'équivalent de AKS, de Kubernetes ou? Oui, mais il remplace maintenant. Il le Ok, remplace. Avant, c'était, euh, en fait, il se basait, Azure Container App se basait sur Azure Kubernetes Service. Donc, quand tu te connectais à Azure Container Apps, la plupart des actions étaient pratiquement gérées par AKS, donc Azure Kubernetes Service. Mais après, aujourd'hui, il le Az- remplace complètement. Sinon, c'est parce que c'est Azure l'alternative. Container qui est plus simple à gérer, c'est ça? Parce que maintenant, ils ont voulu faire une plateforme. euh, En fait, c'est délié, si tu veux, de Kubernetes Service. Parce que Kubernetes, bon, bien vrai que c'est Azure Kubernetes Service, c'est directement disponible dans Azure, mais ça reste quand même basé sur une solution tierce. Ah, Kubernetes Euh, vient de l'environnement open source. Donc, ça a été intégré au tout début par Azure pour faire l'orchestration. Donc, si vous voulez, c'est un outil très puissant, Kubernetes. Et au début même, il y avait une version, je peux dire un peu light, qu'on pouvait même télécharger, utiliser, ajouter comme une extension dans Visual Studio. mhm. Mais aujourd'hui, vous connaissez bien Microsoft, hein, c'est une entreprise. Et eux, ils ne jouent pas avec la matière, si vous voulez. Donc, ils ont tout fait pour avoir, si vous voulez, eux-mêmes leur version euh, d'orchestrateur qui est Azure Container Apps et qui est intégré. Voilà. Parce que Kubernetes, le fait que ça vienne d'un environnement libre et que Azure l'incorpore, c'est bien, ça fonctionne bien, c'est un truc très puissant. Mais en créant ou bien en développant une solution propre à Microsoft, c'est un peu comme si tu veux, tu es dans un environnement Active Directory. Si tu utilises Exchange comme solution de messagerie, tu utilises euh, qu'on appelle SharePoint, vous voyez que le fait que tous ces outils-là viennent de Microsoft, ça s'intègre facilement. C'est dans cette option-là que Azure plutôt a développé Azure Container Apps. Ouais, t'incite Sinon, à les rejoindre. voilà. Sinon, s'il y a des gens jusqu'à présent qui continuent d'utiliser Kubernetes parce qu'ils se disent que bon, voilà, ils se sentent à l'aise, mais ici, c'est un outil qui est intégré.
Donc, tu n'auras pas besoin d'aller chercher des connaissances spéciales sur Kubernetes comme avant, taper tes lignes de commande. Voilà, ici, c'est un outil qui est intégré et tu l'utilises facilement. Voilà, c'est un peu ça l'avantage. C'est bon, non? C'est bon? Merci. Ok, donc, je voulais revenir sur, Dominique revient un peu en arrière sur les conteneurs. Au début, conteneurs et puis machine virtuelle. Je voulais répondre, voilà ici. Je voulais revenir sur la question que Dilo avait posée. Sur, j'ai une application qui tourne sur plusieurs serveurs. Ici, Dominique a dit quoi? Que dans un conteneur, on peut exécuter plusieurs instances d'une même application. On appelle ça un pod. Donc ici, si vous voulez, et puis dans le conteneur là, on peut faire en même temps des clusters. Vous voyez un peu? On fait des clusters de conteneurs. À l'intérieur d'un conteneur, on peut avoir plusieurs instances qu'on appelle pods. Donc, ta même application, c'est pourquoi je vous ai dit que Azure propose une panoplie de solutions. À vous de savoir quelle est la solution la mieux designée pour votre déploiement ou bien pour votre infra. Parce que là, quand tu as posé la question, on t'a dit tu peux utiliser App Service Plan, tu peux utiliser du load balancing avec des VM. Ici, tu peux utiliser aussi du conteneur. Donc, si c'est une application qui embarque beaucoup d'utilisateurs, tu peux passer par l'utilisation des conteneurs en mettant en place des portes. Donc, ici, tu peux aussi activer le scaling. Donc, tu peux passer d'un pod de 10 VM à un pod de 100 VM à la seconde. Voilà. Donc, si vous voulez, la containerisation est utilisée pour des applications, je ne dirais pas de grande taille, mais qui embarquent beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de connexions. Et en général, quelles sont ces applications-là? Ce sont les réseaux sociaux, par exemple, les réseaux sociaux. Donc, tu prends Facebook, Instagram et autres, tout ça. Ce sont des applications qui vont beaucoup tourner avec des conteneurs parce que comme les connexions vont varier au cours des 24 heures, hein, et puis en fonction des régions, ainsi de suite, donc Azure, pardon, je ne dirais pas Azure, les propriétaires de ces applications-là vont utiliser des conteneurs pour pouvoir mieux, hein, mieux suivre l'utilisation et mieux, si tu veux, adapter l'accès aux demandes. Donc, à l'intérieur des conteneurs, il y a également la possibilité de faire du scaling, comme je l'ai dit. Une autre chose que je voulais préciser, c'est qu'ici, on nous montre que la containerisation, c'est un autre niveau aussi de la virtualisation. Comme Dominique l'a dit, c'est la virtualisation du système d'exploitation. Parce que jusque-là, ce qu'on connaît, c'est la virtualisation avec un hyperviseur. On va créer des VM. Les VM vont solliciter les ressources physiques qui seront émulées, hein, dont la mémoire, le processeur et puis le disque dur, et puis quelquefois même le réseau. Donc ici, quand on décide de fonctionner avec des conteneurs, on ne va pas émuler les ressources physiques, mais cette fois-ci, ce sont les éléments du système d'exploitation, si vous voulez, du noyau du système d'exploitation qu'on va émuler. Voilà. Donc, tout ce qui peut permettre à une application de s'exécuter. Donc ici, l'exemple qu'on a donné, c'est les binaires et puis la librairie, sinon les librairies. Donc voici les deux types de virtualisation auxquels vous pouvez avoir affaire. Il y en a d'autres types, hein, hein. Il y a des virtualisations physiques, hein, qui existaient d'alors sur les serveurs que IBM, Solaris et HP proposaient. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là. On parlait de NPAT. Mais ici, retenez que quand on fonctionne avec les conteneurs, il s'agit de la virtualisation des éléments principaux du système d'exploitation. Et ces éléments principaux ne sont que le cœur, si tu veux, le noyau, pas la couche externe. Voilà. Parce qu'il y a aussi une architecture pour un système d'exploitation. Bon, désolé que je ne puisse pas vous montrer cette architecture, mais un système d'exploitation, il y a un noyau et puis il y a les éléments externes.
Et c'est dans ce noyau-là, les éléments qui peuvent porter une application qu'on va virtualiser. Puisque l'objectif des conteneurs, c'est de faire tourner des applications. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. Ok. Donc, Azure Container Apps va être utilisé généralement pour le déploiement des points de terminaison des API, l'hébergement des applications, la gestion du traitement au niveau des événements, donc déclencher les événements aussi, euh, l'exécution même des codes, des fonctions. Il va assurer la détection des services, le versionning à son niveau, parce que c'est un registre. Il va permettre de faire la mise à l'échelle automatique, donc qui est configurable à son niveau. Il va permettre aussi de forcer les connexions en HTTPS. Il va permettre d'examiner les journaux à partir de Azure Log Analytics, également avec Azure Monitor. Il va permettre de garder de manière plus sécurisée les secrets qui seront échangés à son niveau. Il y a la possibilité aussi d'utiliser les, euh, les, les modèles ARM, donc pour faire des déploiements. Voilà, et puis de faire l'orchestration même de toute votre infrastructure, des conteneurs, des images, des applications que vous aurez créées. Donc, voici une comparaison entre les deux solutions, Azure Container Apps et Azure Kubernetes Service. Donc, les deux ont à peu près le même rôle. ACA, il va simplifier le déploiement et la gestion des applications basées sur des microservices en oubliant l'infrastructure sous-jacente. AKS va simplifier le déploiement d'un cluster Kubernetes managé dans Azure en déchargeant la surcharge opérationnelle sur Azure. Donc, en fait, c'est juste que donc bon, avant qu'on utilisait Azure Container Apps, qui était basé sur Azure Kubernetes Service, c'était juste une couche superficielle qui était exécutée. Bon, maintenant, les fonctions réelles d'orchestration et d'orchestration, de déploiement, de gestion de tous ces déploiements est récupérée par Azure Container Apps. Donc, le déploiement est en passe au niveau de ACS. AKS, il va offrir l'avantage de contrôle et de personnalisation. Ici, au niveau de ACS, la gestion est complètement managée par Azure. Bon, avant, dans AKS, c'était partiellement managé vu qu'il était quand même géré par Azure. L'évolutivité, donc il y a la mise à l'échelle automatique qui est basée sur HTTP et la mise à l'échelle et la mise à l'échelle pilotée par les événements. Par contre, au niveau des AKS, la mise à l'échelle horizontale des pods est mise à l'échelle automatique des clusters. Donc, ce que je vois, c'est que AKS, pardon, ACA est beaucoup plus orienté Azure, dans l'environnement Azure. Donc, cas d'utilisation, mise à l'échelle rapide et gestion simplifiée.
Au niveau de ACA, AKS, les applications complexes de longue durée nécessitent l'ensemble des fonctionnalités Kubernetes. Ils s'intègrent facilement avec Azure Logic App, Azure Function, Event Grid, voilà, pour les architectures pour piloter les événements. Voilà. Ça, ce sont des déclencheurs des événements, hein. Toutes ces solutions qui ont été citées. Au niveau de Azure Kubernetes Service, donc, il s'intègre facilement avec Azure Policy, Azure Monitor pour les conteneurs, Azure Defender, afin d'obtenir une sécurité et une gouvernance plus complète. Donc, Azure ACA a tiré parti des forces et faiblesses de Azure Kubernetes Service afin de répondre réellement aux besoins sur Azure. Ils n'ont pas cherché à faire du copier-coller, mais répondre réellement aux besoins sur Azure avec les différents services qu'ils ont déjà. Voilà, sans se fier, c'est pas non, sans se concentrer sur l'infrastructure sous-jacente, puisqu'il peut être incorporé dans l'environnement PaaS. Parce que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous aurez des labs pour ça.